Nous sommes dans l'exploitation du troisième extrait et c'est peut-être le point d'orgue. Je me méfie de ces extraits qui sont les plus connus et incontournables. Je me pose de plus en plus la question, bon, de la légitimité à prendre cet extrait. Mais c'est vrai aussi que de cet extrait est tirée peut-être la résolution la plus célèbre du roman. J'avoue, alors avec cette interruption intéressante, répondit-elle, qui n'était pas requise ici, on en parlera, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Euh, Comment ai-je bâti ce troisième extrait? Je vérifie. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir interrompu l'extrait, ce qui n'est pas très malin. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mon Dieu, que c'est étrange. Je vérifie tout de suite. Si nous sommes sur un extrait continu, ce serait quand même bien mieux. 2020-2021, on doit avoir les textes ici. Texte La Princesse de Clèves. Et ça nous donne, voilà, extrait numéro 3. J'ouvre quand même le fichier devant moi en PDF pour être bien certaine de la délimitation de l'extrait. Troisième extrait, donc, nous sommes en quatrième partie, bien sûr. Non, par vanité ou par goût, non, c'est ça, c'est la totalité des deux paragraphes successifs. Je vous répondit-elle que les passions peuvent me conduire, et nous irons, après le paragraphe par vanité ou par goût, jusqu'à n'en sortir jamais. Voilà, donc là, on est bon, on a une unité de deux paragraphes successifs. Nous sommes à la quatrième partie, alors en situation de texte, et ensuite je vais découper l'extrait. En situation, nous avons une princesse qui est toujours dans sa formation, et on pourrait prendre tout le roman comme un parcours d'obstacles. Le terme d'obstacle arrive dans son discours, avec des embûches, des résistances qui lui sont opposées, bien sûr, à ces belles résolutions et à l'éducation de sa mère. Il se trouve qu'en fait, il y a un double mouvement. D'un côté, les garde-fous tombent les uns après les autres, c'est-à-dire que sa mère décède en fin de première partie, puis son mari euh, au début de la quatrième partie, le roi lui-même d'ailleurs, qui tenait le royaume. Bon, tout se disloque hein, d'un côté, et de l'autre, les tentations n'ont jamais été aussi grandes de retrouver Nemours. Donc en fait, elle a moins de support et plus de tentations. Bon, on a vraiment une exacerbation de la difficulté. Nemours, si on se rappelle bien, en fait, elle ne l'a pas vraiment vu, si ce n'est au bal, sous le regard des reines et du roi. Et depuis ce bal, en fait, ils n'ont fait que se croiser, s'entrecroiser. Nemours a tenté de la voir, par exemple, sur son retour de Coulommiers. Il y a eu aussi ces moments où chacun a aperçu l'autre. En tout cas, le Nemours, lui, avait aperçu la princesse sous le regard de l'espion de Clèves, si on se souvient dans la troisième partie. Et en fait, on a l'impression que ces gens-là ont tout pour se retrouver sans jamais tomber nez à nez l'un sur l'autre. Bon, c'est peut-être la part d'invraisemblance de ce roman, puisqu'après tout, ils sont tous les deux de sang royal, tous les deux à la cour, fréquentent les mêmes personnes, on est quand même les mêmes belles personnes même. On est quand même surpris, évidemment, de la manipulation de notre narratrice qui fait s'éviter des gens que tout rassemble par ailleurs. C'est peut-être la vraie part d'invraisemblance de ce roman. En tous les cas, l'entrevue réelle et surtout avec du temps pour se parler, et se parler sans témoin, ce qui est peut-être aussi la véritable innovation de cet extrait, n'arrive qu'en fin de quatrième partie. Nemours, évidemment, voit que la voie est libre. Hein, il remarque que la voie est libre puisque le mari vient de décéder. Donc plus rien, objectivement, ne s'oppose, à part peut-être la bienséance, ce qu'une femme doit à son juste bon comportement. Mais à part dans ces traités qui commencent à fleurir dans le XVIIe siècle pour normer la conduite d'une honnête femme, qui étaient quand même, si on se souvient bien, les termes employés aussi par Madame de Chartres en première partie. À part cela, rien ne s'oppose véritablement à une réunion des amants. Et bien sûr, ce n'est pas ce que va choisir Madame de Clèves, qui se préserve en fait elle-même. Alors le double enjeu, on le voit bien en fin de roman, c'est d'une part rassurer le lecteur. Il a bien eu raison de suivre l'héroïne éponyme, d'adhérer à ses monologues intérieurs et de suivre la construction de son éducation. Il a eu raison de ne faire qu'un avec ce personnage qui était donc bien la protagoniste et qui était donc bien l'héroïne, dont elle remplit toutes les cases définitionnelles.
Elle est héroïne à plein de sens, à plusieurs niveaux du terme. Et on a eu bien raison, bien sûr, de lui faire confiance. Elle est à la hauteur de ce que nous pouvions attendre. Elle est donc, en fait, en train de vérifier le principe d'élévation dont parlait La Rochefoucauld. C'est-à-dire, l'idée de l'honnête femme et la vertu ne suffisent pas. Encore faut-il être à la hauteur de ce que la réputation et l'exigence due à son rang, de ce à quoi son rang oblige. C'est cela que nous allons vérifier, car nous avons quand même des doutes. Nous avons remarqué que tout la poussait dans les bras de Nemours, qu'elle se compromettait de plus en plus, et sans doute que l'épisode de la lettre, par exemple, a beaucoup joué en deuxième partie. On l'a vu aussi se débattre maladroitement face à son mari, en troisième et quatrième partie. On a vu une tension s'exacerber chez les Clèves, et on est quand même resté sur l'image qu'elle avait fait de Monsieur de Clèves le cadet de la famille, quand même très loyal et amoureux de sa femme, ce qui est donc le pire destin possible à cette époque-là. Elle a fait de lui le plus malheureux des hommes, hein. Donc on a terminé quand même, là on a une image en nous qui nous est restée de pathos quasiment tragique du mari. Elle a eu le mauvais rôle quand même juste avant, la princesse de Clèves. Et puis elle nous a montré d'elle des choses qui étaient peut-être pas tout à fait à la hauteur. Par exemple, donc disais-je, cette violente jalousie qu'il a prise pendant l'épisode de la lettre, où elle a manqué quand même de se compromettre. Sommes-nous bien face à l'héroïne que nous pressentions et que nous souhaitions à la fois voir échouer et réussir? Ce qui est quand même notre ambiguïté, notre ambivalence face à la princesse. Parallèlement à notre rapport à l'héroïne, il y a un deuxième enjeu qui se dessine, qui est ce que l'héroïne doit à elle-même. Et là, nous sommes sur quelque chose peut-être encore plus intéressant, c'est-à-dire la détermination d'une voie à suivre et comment se dépêtrer de cette impasse qui est le dilemme où tout est sacrificiel. C'est-à-dire que si l'on cède à Nemours, on perd l'image que l'on se fait de soi, on perd sa qualité, sa vertu. Mais si on ne cède absolument rien à Nemours, sur un plan aussi strictement littéraire, on perd peut-être de la vraisemblance. Et parce qu'une vertu absolument infrangible et intouchable présenterait-elle quelque intérêt aux yeux du lecteur? Être vertueux, ça pourrait conduire à de l'héroïsme épique, mais s'il n'y a pas du tout de tragédie, que reste-t-il à une héroïne qui se voudrait moderne, et à quoi bon aussi les monologues intérieurs qui ont bâti l'intimité avec le personnage si nous n'accédons même pas à une complexité métaphysique? Dans ces cas-là, un récit extérieur à troisième personne en focalisation omnisciente pourrait presque suffire pour bâtir une simple héroïne au sens épique du terme. Non, il faut quand même qu'il y ait ce jalon tragique et cette validation de l'aspect tragique de la princesse. Je crois que ce sont quand même les deux enjeux qui se posent, être rassurés au fond sur le genre auquel nous avons affaire. Nous avons affaire à un roman psychologique, un roman quand même moderne, un roman introspectif, un roman d'analyse, un roman complexe, une héroïne quasiment tragique. Il faut qu'on ait ce degré-là de gravité. Et donc si on entend des bruits, pardon, mais c'est mon café du soir. Et parallèlement à cela, je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde, nous avons besoin de nous rassurer sur notre degré d'adéquation et de confiance à la morale de la princesse. Si on reprend aussi où nous en étions pour ce qui est de notre objet d'étude, individu, morale et société, peut-être que nous en sommes aussi à ce point où nous espérons qu'il y ait la réunion de ces trois entités qui forment la triade ministérielle. Là, c'est sûr que individu et morale semblaient s'opposer. Si on est à la simple et peut-être même simpliste opposition entre les sentiments d'un côté et la raison de l'autre, c'est vrai que là, cette dichotomie irréconciliable tendrait à séparer l'individu de la morale, et l'individu ne devrait plus rien à la société. Bon, ça n'est pas satisfaisant. Le ministère là, c'est peut-être le moment ou jamais de considérer que individu, virgule, morale et société ne forment pas un tout alternatif, mais peut-être bien un idéal synthétique. Peut-être qu'il est temps, c'est le moment ou jamais, de réaliser au plus fort de la crise, de réaliser cet idéal aussi. C'est peut-être l'enjeu, hein. Il y a peut-être un enjeu aussi philosophique, en fait, dialectique dans tout ça. Voilà, en gros, le tableau qui est posé. Sur notre extrait, nous avons, on le remarque immédiatement, deux paragraphes. J'ai vraiment isolé deux paragraphes brefs. Et ce qui m'intéressait, c'était que nous commencions avec, bien sûr, la notion d'aveu.
avec aussi l'apparente distribution du texte entre passion et raison, passion et conduite d'un côté, presque cartésien, ou vanité et goût. On a beaucoup de disjonctions, beaucoup d'alternatives dans cet extrait, euh, d'opposition entre autres parties, etc. On a vraiment une alternative qui se dessine. Et à la fin, l'apparent héroïsme des résolutions de ne sortir, desquelles il ne faut sortir jamais, comme si l'héroïne redevenait cornélienne à la fin de cet extrait. Bon. Derrière cela, qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse aussi de vérifier si nous avons affaire à une héroïne, quelle est la part de modernité aussi. Parce que une femme qui parle à son amant et qui consent ses sentiments, qu'est-ce qu'il y aurait de moderne à avouer qu'on s'aime? Voilà, ça c'est pas novateur par exemple, hein. Ces scènes-là quasiment galantes, on les connaît depuis Tristan et Iseult. On les connaît depuis même le XIIe siècle. On connaît évidemment, depuis les romans de chevalerie, on remonte même à Lancelot. Voilà, on peut remonter jusqu'au XIe comme cela. On a déjà des scènes d'une grande tension émotionnelle entre la dame et son chevalier. On les a aussi, en fait, ces tensions-là, déjà. Alors, qu'est-ce que ça ajoute? Et je crois qu'il y a aussi un double discours qui nous intéresse dans ce récit, qui est quand même le tour de force. Dire à l'autre qu'on ne l'aime pas et on ne l'a jamais autant aimé. Dire à l'autre qu'il ne se passera rien, on n'a jamais été autant en fusion avec cet autre-là. Voilà, c'est quand même une sacrée, une drôle de manière en fait de résoudre le dilemme que de ne pas le résoudre, puisqu'on cumule deux niveaux d'énonciation et c'est un double discours en fait que tient notre héroïne. Voilà ce qui se profile aussi sur cet extrait que je mets beaucoup de temps à problématiser évidemment. Qu'est-ce que je vais dire demain? Parce que demain, on aura le cours pour une des classes et vendredi, on en aura un autre. Donc, en fait, on a plein de cours différents d'une classe à l'autre. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Bon, bien sûr qu'en apparence, hein, on voit se dessiner, surtout que l'extrait là, est choisi avec vraiment deux phases successives. Ça nous donne quand même une ligne de conduite, si je jouais sur les mots. Il n'y a pas que la princesse qui est conduite, le lecteur l'est aussi, hein. Donc on a du point-virgule, on a de la scission, point-virgule, mais on a quand même aussi derrière parataxe, syntaxe. Ce qui est très intéressant, c'est que la princesse qui doit se résoudre à résister à Nemours, on sent qu'elle réactive en elle une syntaxe héritée de Madame de Chartres, avec ce refus de choisir entre justement parataxe et syntaxe, point-virgule qui sous-entend le lien, ou bien je vais dire la police indette derrière, ou l'hypotaxe, mais Maïs, comme si elle devait raviver en elle une armature qui la sécurise, qui est celle héritée de sa mère. Bon, il y a ça d'un côté, il y a aussi ce lexique qu'elle met au premier plan avec conduire, avec qu'est-ce qu'on aurait encore, les résolutions. Bon, on a quand même ces gros renforts lexicaux cartésiens, cette gravité qui, bien sûr, va croissant dans l'extrait, puisqu'on va jusque accuser la mort reprochée. Bon, elle moralise son discours. Au fond, elle invite la société et la morale dans son discours pour peut-être tenter, effectivement, la réunion impossible entre l'individu, la morale et la société. Elle les invite à la table. On aurait aussi les passions qui arrivent, qui surgissent au début de l'extrait, évidemment. Bon. Et puis on a la morale au milieu, parce que la vanité ou le goût, c'est quand même bien, la vanité, c'est bien un problème, évidemment. Le bonheur aussi, ce sont bien des problèmes de qualification morale. Donc on a quand même ouais, l'amour, la galanterie, mais aussi la morale avec le droit au bonheur euh, ou les reproches, bien sûr. Et puis on a aussi la société qui juge ou qui permet, qui ne permet pas, qui reproche, qui accuse. Bon, on a aussi les trois, en fait, dans cet extrait. Au plan lexical, on voit se superposer différents champs. Et c'est toujours pas ce qui m'intéresse, parce que ça, c'est un peu facile à voir. Ça ne fait que traduire la crise et la tension, puisqu'on a des concurrences lexicales de champs lexicaux dans le texte. Très bien. On a une armature savamment posée qui montre que la princesse cherche à se persuader et à se donner des airs cartésiens, bien sûr. On a des sujets elle essaie de reprendre la main. On le voit aussi avec ce jeu qui est brandi. J'avoue, j'ai commencé l'extrait ici. J'en aurai une douleur mortelle, je ne serai même pas, je vous en ai trop dit. Bon, c'est quasiment une anaphore de jeu, à peine contredite par ce on quand même diffus, hein, cette société-là qui se manifeste, pas sous son meilleur jour, c'est-à-dire la rumeur, on disait. La rumeur récurrente. Voilà, le on disait itératif qu'on retrouve aussi. On fait. C'est amusant d'ailleurs. Donc il y a quand même tension dans cet extrait, où il est impossible, là c'est la norme qui est posée évidemment, avec le verbe
ou se propulse en tête, là, il est impossible, l'impersonnel. C'est frappant d'abord, il faut, c'est drôle que l'ordre soit lancé par l'injonctif il faut impersonnel, mais que je demeure. Allons savoir, quand même drôle, hein? Il faut que je demeure. Qu'est-ce qui ressort? Le il injonctif impersonnel, une sorte de contrainte objective, ou que je demeure, le jeu de la complétive, sujet du verbe demeurer? Bon, qui semble être confirmé par le jeu qui arrive derrière de la circonstancielle de lieu, dans l'état où je suis. Les résolutions que j'ai prises. N'en sortir jamais. 3 jeux successifs quand même, hein. La question, c'est quel est le lien? Enfin, je me dis, est-ce que le il n'est jamais que la préparation du jeu? Chronologiquement, c'est ce qu'on semble voir, hein. Bon, c'est toujours pas ça, c'est pas cette tension-là qui m'intéresse, même si, voilà, dans le micro-détail, on pourra regarder. Il y a partons plutôt des énigmes du texte. Il y a quelque chose qui me dérange, par exemple, c'est pourquoi ce discours qui se veut plein d'unité, de force et de résolution, à un moment où on sait que c'est Madame de Clèves qui a la main, il y a la situation d'abord, le contexte nous le dit, il est question de bonheur, de malheur, le mari qui est mort, ça ne peut être que elle, hein, qui en parle. La lettre, la jalousie, les féminins évidemment du texte. Donc rien rien ne pourrait nous détourner de cette certitude, c'est bien Madame de Clèves qui parle. Et par exemple, voilà, Monsieur de Clèves, qui peut parler de l'amour du mari à part elle, évidemment. Bon, très bien. Sauf que Madame de Lafayette interrompt cet extrait par ces insertions de verbes de parole. Répondit-elle. Ça, pour moi, c'est un des grands mystères, en fait, de ce récit. Continua-t-elle. Donc, on a dans chacun des 2 paragraphes successifs, on a ce moment où Madame de Lafayette interrompt le flot qui se veut irrévocable. Donc, on révoque quand même, mine de rien, l'irrévocable. Et on a des petits effets de parasitage, en fait, par une voix qui est celle de la narratrice, qui reprend un peu la main sur le récit qui n'appartient donc jamais tout à fait à son personnage. Le personnage qui se voudrait seul aux commandes de ses sentiments, de sa vie, de la morale, de ce qu'il doit à la société, etc., ou à ce qu'il doit à son lecteur, qu'il a suivi, ce personnage est quand même téléguidé, et Madame de Lafayette nous rappelle que c'est elle qui distribue la parole. Et dans ces cas-là, Madame de Clèves, pardon, n'est qu'un personnage parmi d'autres. On distribue la parole tantôt à Nemours, tantôt à Madame de Clèves. Ça m'étonne beaucoup quand même. C'est un des mystères, je trouve, de ce texte. C'est ce besoin d'abord de montrer que cette résolution, elle est quand même friable. La preuve, une voix narrative peut s'y insérer. Ça prouve aussi que tout ça ne tient qu'à des mots, parce qu'à chaque fois, ce sont des verbes de parole, bien sûr. Et répondit-elle, continua-t-elle, ça montre que tout ce discours n'est jamais qu'un discours construit par la parole. J'allais dire presque qu'elle s'écoute parler, qu'elle s'entend parler, en tous les cas. Alors, quelle est la valeur d'un discours? Est-ce qu'il est vraiment performatif, du coup, ce discours? Si on s'entend dire au moment où on le dit. Ce qui n'est surtout pas le sens d'un discours performatif. Le discours performatif, il agit déjà. Il ne nous appartient déjà plus. Il appartient déjà au destinataire. Or, là, on a un effet de résonance. Elle s'entend presque dire. Voilà, répondit-elle, quoi. Ça m'interroge beaucoup quand même. Ça tendrait à montrer quand même la relative faiblesse et la relative inefficacité, au sens vraiment linguistique du terme, de ce discours. Ça m'intrigue beaucoup. Voilà. C'est des aspects qui m'intriguent. Je ne sais pas du tout si demain je développerai, mais ça m'intrigue beaucoup. Il y a un effet aussi de grossissement que je trouve extraordinaire, c'est l'effet de dramatisation, c'est-à-dire rien ou tout. On a quand même un discours aussi philosophique très intéressant qui creuse son sillon, parce qu'on a des modélisations, alors toutes les qualités, des pluriels, plusieurs passions, mais si cruelle peine, évidemment, tout est fait pour intensifier la gravité de l'enjeu. C'est le plus grand de tous les mots, donc évasique, hyperbole, hyperbole, hyperbole. Je vous en ai trop dit, ça je sais pas si c'est trop dit. Est-ce que c'est une litote ou est-ce que c'est réellement un quantificateur à prendre au premier degré? Elle en a dit effectivement beaucoup trop. Je suis même pas sûre qu'elle exagère sur ce plan-là. Et de l'autre côté, on a du rien. Voilà. De l'autre côté, on a aussi, ce qui est fascinant, un discours qui est d'abord, si on remarque sur la description de ces 2 paragraphes, à l'indicatif présent, et qui passe à une suite d'hypothèses, évidemment, au présent du conditionnel. Ça, c'est extraordinaire. Elle est partie sur autre chose. C'est-à-dire qu'il y a les constats établis, donc il a eu plusieurs passions, etc. Et dès qu'il est question de la mort, il y a une projection, puisque j'en aurai une douleur mortelle, et c'est à partir de là que le texte, non, je dis des bêtises, je ne ferai plus votre bonheur, comme c'est drôle. Vous en auriez encore.
qui est donc le futur, bon voilà, très bien, mais une sorte de projection, en tout cas, elle est incapable de dire ça au futur d'abord. C'est pas vous en aurez encore, vous en auriez. C'est drôle d'ailleurs. Elle n'est pas prête tout à fait à l'admettre. Et par la suite, elle s'installe dans la projection, évidemment, de l'absence de bonheur qui lui semble impossible. Donc tout ce qui est de l'ordre de la mort ou du refus du bonheur, je ne ferai plus votre bonheur, le bonheur serait invalidé, tout cela part évidemment au conditionnel. Et c'est beau parce que là, on atteint quelque chose de tragique. C'est-à-dire que le héros ne peut plus envisager son bonheur. Il est donc évidemment rejeté dans un mode conditionnel. On est parti vraiment dans une autre dimension là. Dès qu'on revient à des choses très, très galantes, c'est-à-dire les femmes, la galanterie, dès qu'il est question de cela, en fait, au début des propositions, on est sur des choses très concrètes, très physiques, très vulgaires, on est à l'indicatif. Mais dès qu'on part sur des considérations philosophiques sur la vie, le bonheur, la mort, là, en revanche, on bascule sur du conditionnel, qui est un monde, en fait, qu'elle ne connaît pas, notre princesse. Et au moment, je trouve ça bouleversant, au moment où elle veut affirmer la mainmise presque rationnelle et pseudo-cartésienne, je dis bien pseudo-cartésienne, sur la suite de son destin, elle avoue aussi qu'en fait, le destin n'en a aucune idée et que c'est rejeté dans le mode conditionnel. Ça, je trouve ça extraordinaire. Bon, bien sûr, évidemment, qu'on a ce verbe voir quand même qui est très gênant parce qu'ici aussi, autre chose que je trouve assez miraculeuse, c'est que le verbe voir ici n'est plus du tout le sens de la vue que nous avions à la première partie, qui caractérisait là l'éclat, le lustre, les belles personnes, c'est-à-dire vraiment ce qui saute aux yeux, ce qui nous en met plein la vue, si on passe l'expression. À 2 reprises dans cet extrait, le verbe voir est employé au sens de penser. Mais penser est impossible. On voit bien qu'elle ne va pas jusqu'au bout du discours cartésien. C'est pas le cogito là qu'on a, vraiment pas. On est encore, enfin, ou plutôt on est dans le Descartes qui donne le primat au sens, quoi, dans ce Descartes-là, en fait. Pas le Descartes galvaudé, mais peut-être le Descartes littéral. Je vous verrai pour une autre, je vous considérerai en vérité, et par la suite, à celui de croire voir toujours, monsieur de Clèves, vous accuser, c'est entendre en fait, se représenter, imaginer. C'est frappant de voir quand même vous voyez, je l'emploie aussi, la contamination du texte par le verbe voir et faire sentir la différence. Ça confirme au fond que ça reste une appréhension très, très adolescente, sensorielle, primitive du monde, dans le cadre de notre princesse. C'est très beau ça. Les résolutions, par exemple, elle les prend. Voilà un verbe tellement physique. Le physique, en fait, transpire par tous les pores dans ce texte. La parole, en fait, c'est pas son monde à elle. C'est la narratrice qui emploie les verbes de parole. Elle, en revanche, elle est quand même très tributaire du physique et de son appréhension encore tâtonnante du monde. En fait, c'est une héroïne qui nous avoue aussi qu'elle est encore jeune, tout simplement. Elle a peur de sa jeunesse. Bon, après, il y a ce que dit le texte aussi, bien sûr, qu'on exploitera, j'imagine, sur les motifs, l'argumentaire plus ou moins louable ou plus ou moins moral qu'elle se donne. Bon, qui est après un argumentaire à la Rochefoucauld, c'est-à-dire on a peur évidemment de la vanité, on a peur de son amour-propre, on a peur de sa jalousie surtout, évidemment. Bon, ça on connaît, on pourra commenter, c'est facile. Mais là, il y a des détournements quand même, des glissements sémantiques du verbe voir, par exemple, qui est passionnant, je trouve, dans cet extrait. Bon, je ne sais pas du tout, du coup, ce que je vais dire demain, mais en gros, il va se profiler ça, à compléter évidemment par le PDF qui est en ligne, et puis peut-être une mise en ligne supplémentaire d'ici demain. Mais c'est quand même un puissant fond, la princesse de Clèves. Madame de Témime, que l'on disait, qu'il m'est demeuré une idée qui me fait croire que c'est comme c'est laborieux quand même, cette fin de premier paragraphe, cette difficulté. Elle s'embourbe au plan syntaxique, notre princesse, régulièrement. Elle a tellement de mal. Elle nous avoue ça aussi. C'est un texte qui est censé nous parler de force de l'héroïne. J'imagine que c'est ce qu'on va conclure, officiellement. Mais elle laisse quand même transparaître toutes les marques de sa faiblesse. C'est-à-dire le corps, c'est-à-dire l'impossibilité de dire penser, mais on dit plutôt voir. C'est-à-dire, donc une appréhension quand même physique, une sorte de cogito haptique quoi, de la princesse. Et puis aussi cette syntaxe laborieuse, et puis cette concurrence avec la voix narrative, et ce on quand même qui revient contaminer le texte, cette contrainte objective qui se dissémine dans le texte au moment où on va affirmer sa pleine puissance. En tout cas, elle n'est pas du tout omnipotente, absolument pas. Vraiment pas. Et ça la rend très touchante parce qu'au fond, les combats ne se jouent pas là où on croit. C'est pas entre la raison et les passions que ça se joue. C'est un peu entre les autres et moi que ça se joue, entre la cour, le on, la rumeur et le jeu première personne. Mais c'est aussi entre l'esprit et le corps. Et ça, c'est autrement plus intéressant et philosophique. Et
y a encore une lutte hein, du corps et de l'esprit. Elle n'est pas mûre hein, pour l'apothéose finale. Et il y a une lecture quasiment chrétienne qu'on peut faire de cet extrait, je trouve. Alors, ce qui m'avait frappé aussi, voilà, là par exemple, dès que évidemment, dès que je regarde le texte, il est dur de quitter cet extrait. Je regardais un peu la répartition. Je sais que ça continue dans le sud de l'extrait, d'après mes souvenirs. Ce sont évidemment les pronoms nominaux, parce que là, il faut montrer qu'il y a dissociation, bien sûr. Donc, sujet, objet, dans les pronoms réfléchis, évidemment. Hein. M'accoutumer. Il fallait qu'il y ait des pronoms réfléchis. Cette héroïne qui nous avoue aussi, donc, elle est partagée en elle-même, ce qui la rend tellement humaine. C'est peut-être ça l'officialisation de cet extrait. Cette femme est humaine. Cette femme est partagée. Et elle n'est pas encore tout à fait héroïque. Elle n'y parvient pas. Elle est elle et une autre. Elle est elle-même et la jeune fille qu'elle n'a jamais cessé d'être. C'est peut-être tout ça aussi que ça nous dit. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça qu'on est rassuré d'être avec elle. C'est peut-être l'extrait où elle n'a jamais été aussi proche du lecteur. C'est certainement pas dans l'apothéose finale, évidemment. Tous les lecteurs ne se retirent pas du monde, ne renoncent pas à la cour et n'ont pas des vies assez brèves et ne laissent pas des traces de vertus inimitables. Voilà, tous les lecteurs n'en sont pas là. Tous les lecteurs n'ont pas non plus une mère de Chartres pour tenir les rênes. En revanche, être partagé et à ce point écartelé, ça la rend, oui, ça la rend quand même. Il y a un martyr, mais aussi un martyr très, très physique et très concret, très, qu'en dit-on, très tangible dans ce texte, qui la rend quand même proche de nous. On ne sait pas encore, je disais-je, l'apothéose finale. C'est pas un martyr, c'est pas de la sainteté qu'on a dans le texte, justement pas. Ou alors elle est très très humaine, cette sainteté. Là, on a la confirmation quand même qu'elle est proche de nous. Pour une fois, l'héroïne vient vers nous. Hein. C'est beau ce texte. Bon, on voit ça demain.